Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, bonsoir. Bonsoir. Et William T, président du think tank libéral Le Millénaire, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on a ce soir encore beaucoup de sujets à traiter. On va commencer par la commémoration de la Ralph du Veldiv. C'était il y a 80 ans, 12 844 juifs précisément, parmi lesquels des femmes et des enfants arrêtés par la police française et pour la plupart déportés. Alors le chef de l'État a présidé cet après-midi, vous l'avez peut-être suivi, en compagnie de rescapés, l'inauguration d'un nouveau lieu de mémoire à Pithiviers. C'était dans l'ancienne gare de la ville, la gare qui a été le deuxième site de déportation après la gare de Drancy. Le président de la République avait promis un discours offensif et il l'a été. Écoutez-le cet après-midi avec cette déclaration. Cette histoire-là, toute cette histoire, nous continuerons de la rappeler contre l'oubli. Nous continuerons de l'enseigner contre l'ignorance. Nous continuerons de la pleurer contre l'indifférence. Nous continuerons d'en sonder les racines profondes et les ramifications nouvelles contre les résurgences du mal. Et nous nous battrons, je vous le promets, chaque petit matin, car la France s'écrit par un combat de résistance et de justice qui ne s'éteint jamais. Un discours donc catégorique du chef de l'État cet après-midi à Pithiviers. William T, si vous voulez réagir en premier, je sais que vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment est-ce que vous qualifieriez le ton du chef de l'État ? Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, par rapport notamment à la dernière élection présidentielle où il y a eu des débats qui ont été ravivés sur la question de l'importance et la place notamment de l'État de Vichy, notamment par les positions portées par Éric Zemmour, a été clair dans sa position et a rejoint la position de celle de Jacques Chirac et de François Hollande sur la reconnaissance de l'État français, notamment dans les actes de responsabilité. Et ensuite, après, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il déclare notamment qu'il veut combattre la montée de l'antisémitisme. Là où je suis plutôt d'accord avec lui sur ce constat-là, malgré tout, il y a quand même des nuances à apporter sur son point, sur ces deux éléments. Sur la première partie, il faut rappeler que l'histoire de l'État français, notamment de la Ve République, s'est construite notamment par le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, jusqu'à François Mitterrand, la doctrine, c'était que effectivement, il y a des Français qui ont été responsables des actes de déportation, mais malgré tout, ce n'était pas l'État français, mais que le véritable État français était celui qui était à Londres, était la France libre du général de Gaulle. Et si par cas, ce n'était pas l'État français qui était légitime à ce moment-là, la France ne serait pas vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et nous n'aurions pas de siège au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il y a toujours un débat qui est porté dessus. Mais le devoir d'Emmanuel Macron, c'est de porter une politique qui est mémorielle. C'est ce que a rappelé Pierre Nora en souvenir de la question de la transmission. Et là-dessus, il y a toujours un débat. Sur le deuxième point, sur la question de l'antisémitisme, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut combattre l'antisémitisme parce qu'il y a une remontée de l'antisémitisme. On le voit notamment de la montée des violences, de la montée des actes antisémites, etc. Mais malgré tout, il ne porte pas exactement un bon constat. Il porte la question de l'antisémitisme de l'extrême droite, mais il en oublie deux qui sont très importants. Il y a un antisémitisme des musulmans intégristes et d'un islam radical, notamment à cause du conflit entre Israël et Palestine qui est monté depuis les années 45. Et il y a un troisième antisémitisme, qui est un antisémitisme qui est montant depuis une vingtaine d'années, qui est un antisémitisme d'extrême gauche, et auquel il faut également combattre. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'antisémitisme. Toutes les formes d'antisémitisme doivent être combattues, et dans ce cas-là, elles doivent être dénoncées et nommées par les mots. Xavier Iacovelli, c'était compliqué pour le chef de l'État de prendre la parole, justement, comme le disait William T, 22 ans après Jacques Chirac, qui avait reconnu la responsabilité de l'État français. Alors moi j'étais en cérémonie en même temps au parc de Sceaux, au mémorial de la Rafle du Veldiv, effectivement, avec le grand rabbin de France et le président du consistoire central. Et il y a plusieurs phrases qui m'ont marqué, parce que je n'ai pas pu suivre du coup le discours du président de la République. Mais le grand rabbin disait que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et je pense que ça c'est aussi important. Et c'est toute l'indifférence de cette troisième catégorie de Français qui était, il y avait une catégorie qui était les collabos, une autre catégorie qui était les justes et ceux qui ont sauvé des juifs, et puis il y avait tout ce marais qui était en fait dans l'indifférence. Et c'est aussi ça qu'il faut reconnaître. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Tess, sur la reconnaissance, sur le fait que ça soit l'État français qui était responsable, comme l'avait dit Jacques Chirac en son temps. Il faut rappeler que sur l'ensemble des préfets qui étaient en place avant l'occupation, un seul préfet n'a pas prêté allégeance au régime de Vichy. Donc les mêmes préfets qui étaient avant
l'occupation était pendant l'occupation et après l'occupation. Et c'est donc bien l'État français dans son organisation qui a aidé l'occupant allemand, et notamment dans la déportation de plusieurs dizaines de milliers de juifs. Et je rappelle, 4115 enfants qui, eux, ne sont jamais revenus des camps de la mort. Donc c'est bien l'État français, et c'est tout à l'honneur du président Chirac de l'époque et des présidents Hollande et Macron de continuer ce devoir mémorial et d'assumer le fait que l'État français, même si l'État français officiel était à Londres, et ça on ne le remet pas en cause, il y avait aussi un État français administratif, une administration française en France qui avait organisé cette déportation et ces rafles, et ça je pense que c'est à l'honneur de la France de reconnaître ses erreurs. Sur ce point-là, effectivement, si vous dites que ce sont des Français qui ont commis des déportations, l'histoire le montre, c'est-à-dire c'est Pierre Laval, le maréchal Pétain et René Bousquet, d'ailleurs, qui l'ont commis, ces rafles. Et notamment ils ont cité été par devant. le chef de l'État, d'ailleurs, cet après-midi. Cité par le chef de l'État, et notamment, ils ont été même au devant des demandes du régime nazi d'Adolf Hitler. Mais ensuite, là où il y a une différence, c'est qu'en fait, c'est une question de récit. Notamment quand vous faites une politique mémorielle, et c'est ce que a appelé Pierre Nora, le fondateur du débat, c'est que la politique mémorielle est faite pour transmettre également. Elle est faite de se souvenir, pour se souvenir de ses échecs, pour pouvoir y répondre, mais également une histoire de transmission. Et quelle est l'histoire que vous voulez transmettre de l'histoire de France ? Est-ce qu'il y a des Français qui étaient responsables, et notamment qui ont commis un coup d'État, notamment en 1940, oui, et qui ont usurpé l'État officiel français. Mais est-ce que c'était la position officielle de l'État français incarnée par la France libre du général de Gaulle ? Moi, je suis gaulliste, et donc du coup, il y a une question de récit. Moi, je pense qu'il y a une seule France, c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle lorsque la France a été libérée à Paris. Il y a une seule France, celle qui résiste, celle qui se bat, c'est la France éternelle. Et moi, je m'inscris dans ce récit-là. Donc effectivement, je reconnais la responsabilité des personnes. Il faut faire en sorte que ça se reproduise plus jamais, mais malgré tout, il faut quand même inscrire un certain récit de l'histoire de France, et c'est l'histoire du récit, c'est celle du général de Gaulle qui avait décrite, et également celle de François Mitterrand. Oui, enfin la France qui a aussi collaboré, c'est la France qui était représentante du peuple, c'est ceux qui avaient été élus, c'était des ministres qui Il y en a qui considèrent que c'est un coup d'État. Oui, mais qui ont été mis en place quand même par le peuple. Certes, une partie est partie dans la résistance et a rejoint le général de Gaulle à Londres, mais une autre partie est restée, a collaboré, a créé cet État du régime de Vichy, et donc on ne peut pas nier cela. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la communauté juive et toutes les associations mémorielles demandent cette reconnaissance et assument et ne souhaitent pas qu'on puisse remettre en cause ce que Jacques Chirac avait dit il y a 22 ans. Alors, comme vous n'avez pas pu l'entendre cet après-midi, on a bien compris pourquoi. Le chef de l'État a également appelé les forces républicaines à redoubler de vigilance face à l'antisémitisme. Et vous allez l'entendre, il est bien décidé à lutter. L'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là. Il rôde, toujours vivace, persiste, s'obstine, revient. Il se déchaîne dans la barbarie terroriste. Il s'affiche sur les murs de nos villes. Il s'infiltre dans nos réseaux sociaux. Il plastronne sur les tréteaux, applaudi par ceux qui confondent antisémitisme et liberté d'expression. Il profane nos tombes. Il souille les portraits de Simone Veil. Il s'immisce dans les débats sur certains plateaux de télévision. Il joue de la complaisance de certaines forces politiques. Il prospère aussi à travers une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. N'a-t-on pas cru bon, encore récemment, de rouvrir un sujet pourtant tranché de longue date par les historiens comme par les juristes, sur la participation de Pétain et des hommes de Vichy à la mise en œuvre de la solution finale? Alors répétons-le ici avec force, et n'en déplaise à des commentateurs se faisant révisionnistes. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu sauver des Juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire. Et ceux qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République et partant à nouveau l'unité de la nation. Regardez notre vérité en face. Ça n'est pas affaiblir la France ni se repentir, c'est reconnaître tout pour ne pas le reproduire. Emmanuel Macron, donc cet après-midi à Pithiviers, lors de la commémoration du 80e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv. Xavier Iacovelli, votre réaction, là vous venez d'entendre ces mots pour la première fois. Je pense qu'il a raison. Il a raison de citer que le régime de Vichy, que Pétain, que Laval n'ont pas sauvé les Juifs. En France, on voit à qui il fait allusion. Bien sûr, mais à Éric Zemmour, clairement. On est d'accord. Mais il faut être clair. En France, pendant cette période-là, 75% des Juifs ont été sauvés.
n'ont pas été déportés, contrairement à la Hollande, notre pays voisin, où 75% des Juifs ne sont jamais revenus des camps de la mort. Pourquoi ? C'est pas grâce à Pétain, à Laval ou au régime de Vichy qui auraient caché. Non, ce sont les justes Français, les Français qui ont caché effectivement et qui ont permis de sauver 75% des Juifs français. Mais encore une fois, on fait une distinction entre les Français et le régime de Vichy. Le régime de Vichy allait au-delà, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, au-delà même des demandes du régime nazi pour se faire bien voir, et d'ailleurs en espérant que l'Allemagne allait gagner et donc que la France puisse être présente dans le concert des nations organisé autour du régime nazi. Et donc ils allaient au-delà des demandes. Mais ce n'est pas ça. La France, effectivement, a péché, on va dire, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, et ce sont les Français qui ont sauvé en partie, une grande partie des Juifs français. Alors, il y a un tweet qui fait polémique depuis hier, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est celui de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, qui a comparé Emmanuel Macron aux collaborationnistes du régime de Vichy. Elle dit, je vous le fais en synthèse, ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Votre réaction, William T? Je pense que la LFI, de toute façon, depuis plusieurs années, se monte dans un certain antisémitisme. On le voit, qui a invité Jérémy Corbyn, qui avait été destitué de la tête du Parti travailliste au Royaume-Uni. Donc là, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de parti socialiste en Angleterre, qui, notamment pour ses discours et ses prises de parole antisémites, qui soutient ce type d'action, notamment pour essayer de capter des voix, soi-disant pour essayer de capter un électorat musulman dans les banlieues, c'est la France insoumise. Moi, je le décrivais tout à l'heure, il y avait trois types d'antisémitisme. Il y a évidemment celui qui est connu, l'antisémitisme d'extrême droite. Mais il ne faut pas oublier l'antisémitisme de l'islam radical et l'antisémitisme de l'extrême gauche. Et de plus en plus, on le voit, et pas uniquement en France. C'est-à-dire que dans l'ensemble des pays occidentaux, on le voit aux États-Unis, notamment, c'était une journaliste, Barry White du New York Times, qui le décrivait dans un essai et qui disait qu'au sein du New York Times, il y avait une culture wokiste, notamment pour critiquer, pour cacher les actes antisémites commis par l'extrême gauche, et notamment dans tous les pays. Et je pense qu'il faut dénoncer ce type de dérive, et je trouve que Emmanuel Macron avait tenu un bon type de discours en disant à la fois que Marine Le Pen sortait de la République, mais également de plus en plus la France insoumise. De plus en plus, ils sortent de la République et ils n'ont plus rien de républicain. Ils contestent les élections quand ça ne leur convienne pas. Et il faut organiser un 3e, 4e tour. Et quand même le 3e, 4e tour ne leur convienne pas, il faut organiser l'opposition dans la rue. En plus, ils sortent petit à petit des principes de laïcité. Ils tiennent des discours de plus en plus antisémites. Moi, je pense que la LFI devient de plus en plus un parti hors de la République. Oui, moi je suis plutôt d'accord. La LFI est sortie de l'arc républicain et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a dit depuis le résultat des élections législatives qui oblige la majorité présidentielle à faire des accords et des compromis sur les textes, qu'il n'y aurait pas de compromission avec les deux extrêmes, l'extrême droite représentée par le FN et l'extrême gauche avec la LFI. Parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, la LFI, quand ils invitent Corbyn, dont on connaît les propos, lorsqu'il parle de la Première ministre, quand on connaît l'histoire de sa famille et notamment de son père qui était un rescapé des camps, Elisabeth Borne, en parlant de la rescapée Elisabeth Borne, quand on compare effectivement le président de la République au maréchal Pétain, pardonnez-moi, mais ça, c'est une multiplication de provocations qui sont condamnables et que j'espère seront condamnées. Et puis, il y a aussi cet antisémitisme, pour rajouter, qui se cache derrière l'antisionisme. Et de plus en plus, et notamment sur l'extrême gauche. Et la LFI joue toujours sur cette ambiguïté et sur laquelle il faut lutter, parce qu'effectivement, l'antisémitisme est condamnable dans notre pays, l'antisionisme ne l'est pas, et donc on se cache derrière cet antisionisme. C'est là-dessus qu'il va falloir se battre dans les années à venir et lutter contre toute forme d'extrémisme, qu'il soit de gauche ou de droite. Alors le Rassemblement national aussi a réagi, puisqu'il a été mis en cause. Sébastien Chenu dit que Mathilde Panot est ignare et qu'elle ferait mieux de la fermer. Le président par intérim, Jordan Bardella, s'est dit également furieux. Vous, votre réaction concernant ces accusations contre le Rassemblement national, est-ce qu'on peut encore comparer aujourd'hui l'extrême droite au régime de Vichy ? Écoutez, moi, je ne compare personne. Je dis juste que l'extrême droite, et en l'occurrence le Front National, ce sont les héritiers de Jean-Marie Le Pen. Donc tant qu'ils n'auront pas coupé avec cet héritage, ils sont en dehors du champ républicain. Ils assument un certain nombre de programmes, d'héritage pendant ces 40 ans avec Jean-Marie Le Pen. Et donc oui, ils sont l'héritier de l'extrême droite française. Et donc moi, je les place au même niveau sur ces idées-là que l'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen. Votre regard à vous, William T ? Il y a une difficulté, c'est que dans le discours officiel de Marine Le Pen, notamment depuis qu'elle a pris le parti et qu'elle a fait le ménage pour opérer ce qu'on appelle la normalisation, elle ne tient pas plus
en tout cas un discours d'extrême droite qui n'est pas celui de son père, notamment en revenant et en condamnant les propos de son père. La difficulté qu'on a avec l'extrême droite, et notamment depuis les années 30, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance en Marine Le Pen et envers les cadres qui l'entourent sur est-ce que son discours est crédible ou pas. Si vous me demandez d'analyser son discours, non, son discours n'a quasiment plus rien à voir avec l'extrême droite, notamment dans la rhétorique, la contestation du régime parlementaire, parce que même elle joue plutôt le jeu des parlementaires, c'est plutôt la LFI qui le joue moins plutôt que le Rassemblement national. Mais ensuite, après, est-ce que les Français peuvent avoir confiance? C'est la question du jugement. Et ce qu'ont montré notamment les dernières élections présidentielles, c'est que malgré plutôt l'impopularité relative d'Emmanuel Macron, les Français ne voulaient pas de Marine Le Pen, donc c'est-à-dire qu'ils ne lui font pas confiance sur le fait qu'elle ait quitté l'héritage de son père. Alors, l'autre actualité politique aujourd'hui, c'est cette tribune qui est parue ce matin chez nos confrères du JDD. 129 personnalités, vous l'avez peut-être lu, qui dénoncent les propos de la ministre de la Cohésion des Territoires, Caroline Cayeux. Je rappelle un peu les épisodes précédents, lors des débats sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe en 2013, elle avait décrit le mariage pour tous comme un dessein qui va contre la nature. Des propos qu'elle a tenté de rectifier cette semaine, maladroitement, en parlant des homosexuels et en disant ces gens-là. Elle a depuis présenté ses excuses. Xavier Iacovelli, Caroline Cayeux doit-elle démissionner ? Alors moi, je ne suis pas là pour déterminer si elle doit ou pas démissionner. Moi, je vous pose des questions. Non mais je vous le dis, c'est pas moi qui décide dans ces cas-là. Vous avez le droit d'avoir une opinion quand même. La démission, c'est elle qui peut l'avoir, et la démission de fait, c'est le président ou la première ministre qui peuvent lui demander. Moi, je ne suis pas en responsabilité pour demander ça. Bon, après, si moi, j'ai alors... condamné sur les plateaux télé ces propos. Je les ai condamnés dès le premier jour, parce que je pense effectivement, et j'ai dit qu'une ministre ne devrait pas dire ça, qu'elle puisse avoir des convictions, et encore, ce n'est pas des convictions, puisque l'homophobie dans notre pays est condamnable, bien sûr. Et donc c'est un délit, mais qu'elle puisse avoir des positions sur l'homosexualité, c'est son problème, mais à partir du moment où on fait partie d'un gouvernement qui se veut progressiste, on respecte le choix des Français, le programme du président de la République, et nous sommes dans une majorité présidentielle qui est pour le progressisme, qui a fait effectivement de la lutte contre les discriminations. Moi, à titre personnel, je le trouve. Mais elle est aujourd'hui au gouvernement, elle prend ses responsabilités, elle a effectivement présenté ses excuses. La Première ministre a pris acte de ses excuses, souhaite maintenant passer à autre chose. Maintenant, moi j'ai vu la tribune qui était d'abord annoncée, une tribune issue de la majorité présidentielle demandant la démission de Mme Cayeux. Quand on regarde les signataires, il y a plus de LR et d'opposants que réellement de membres de la majorité. Soit, ça ne remet pas en cause les propos qui étaient de toute façon condamnables. Moi, je les ai condamnés. Maintenant, elle a présenté ses excuses. Soit elle assume un programme voulu par les Français, présenté par le président de la République, qui est pour le progressisme et pour la lutte contre toute forme de discrimination. Soit, effectivement, elle ne se sent pas à l'aise avec ce programme. Et donc, un ministre peut démissionner à tout moment. Même question à vous, William T. La ministre de la Cohésion des Territoires doit-elle démissionner ? Je ne sais pas si elle doit démissionner, mais je pense que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent la démettre de ses fonctions, pour plusieurs raisons. La première, c'est que est-ce qu'on a le droit d'être contre, notamment de manifester contre le mariage pour tous en janvier 23 ? Oui, on a le droit de le faire. Le problème de Caroline Cayeux, c'est qu'elle a maintenu ses positions, notamment mardi sur Public Sénat, et qu'en plus, elle a décrit les personnes homosexuelles, notamment ces gens-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut opérer une sorte de discrimination. Et est-ce que quand vous êtes à la tête d'une administration centrale, vous pouvez discriminer ? La discrimination, si autant on pouvait contre, notamment sur des points de vue politiques ou religieux, contre le mariage pour tous, la discrimination est punie par la loi. Est-ce que, quand vous êtes administré, notamment vous êtes élu local, donc éventuellement homosexuel, vous pouvez dire, est-ce que vous êtes certain que Caroline Cayeux va vous discriminer ou pas, comme elle est ministre en charge des collectivités territoriales ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'Emmanuel Macron doit rester cohérent. Moi, je dis que le principal pour les partis politiques, c'est de rester cohérent. Quand vous êtes la France insoumise et que vous avez notamment appelé à la démission de Damien Abad parce qu'il avait été suspecté de commettre des actes de viol, et ben vous êtes obligé, quand vous êtes de la France insoumise, de demander la démission d'Éric Coquerel. Il faut être cohérent. Et Seul Rousseau l'a dit. Seul Rousseau, pas LFI. Pas LFI n'a pas demandé, il n'y a que Rousseau qui a demandé, tout à fait. Mais sur la question de la majorité présidentielle, c'est que la majorité présidentielle est un gouvernement d'experts techniques pragmatiques. C'est ça l'offre d'Emmanuel Macron depuis 2017, notamment en opérant sa révolution pour réconcilier, entre guillemets, le clivage entre la gauche et la droite. Il y a plusieurs sujets sur lesquels ils ont beaucoup évolué, l'économie, le nucléaire, etc. Il y a deux sujets sur lesquels ils n'ont pas évolué. L'Europe et le progressisme sur les questions de société en termes de valeurs, de modèles qu'ils veulent défendre. S'ils veulent rester progressistes,
ils ne peuvent pas cautionner les propos de Caroline Cayeux. Et dans ce cas-là, s'ils ne veulent pas nuire à leur propre offre politique, ils sont obligés de la démettre de ses fonctions, dans la mesure où il faut se rappeler que les élections législatives ont conduit à une situation inédite où vous avez un risque de dissolution anticipée. Si par cas, ils renient même leurs propres électeurs, est-ce qu'ils ne seront pas en difficulté sur le plan électoral dans les prochaines semaines à venir? Et après, moi, j'ajoute un troisième point qui est d'un point de vue tactique, c'est que Caroline Cayeux, comme Damien Abad, n'apporte quasiment aucune troupe à Emmanuel Macron, dans la mesure où il n'y a que des LR qui, dans une tribune, la critiquent. Et si vous voulez Caroline Cayeux pour parler aux LR, en tout cas, c'est mal joué. Bon, enfin, de toute façon, Elisabeth Borne a déjà répondu, puisqu'elle a considéré que les excuses de Caroline Cayeux étaient claires et donc acceptées. Alors, justement, vous évoquiez l'affaire Coquerel. Doit-il, nouvelle question, se mettre en retrait après l'ouverture de l'enquête mercredi dernier par le parquet de Paris? Pour rester en cohérence, moi je ne disais pas que Damien Abad devait démissionner. C'était une question piège. Si vous m'aviez dit l'inverse, effectivement. Non, allez-y. mais j'avais dit que je n'étais pas juge ni procureur et qu'en l'occurrence c'était oui, mais la parfois, justice. quand c'est dans l'autre camp, on se montre. Oui, mais moi j'essaie bien, d'être cohérent en fait. Quand je le fais pas pour mon camp, je le fais pas pour les autres. Même si effectivement, moi je pense qu'il faut continuer à inciter les femmes à libérer la parole, à aller porter plainte, parce que c'est aussi grâce à la libération de la parole et parce que nous permettons aujourd'hui la formation d'un certain nombre, de 100 000 policiers dernièrement. En 2022, on sera à 100 000 policiers formés pour recevoir la parole des femmes, soit violentées, soit harcelées, soit violées. Aussi, nous avons fait cette loi sur le harcèlement de rue, c'était une première en Europe. Tous ces éléments-là, il faut qu'on continue à accentuer sur la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, et d'ailleurs à certains hommes également. On passe sur les discriminations dont on parlait tout à l'heure, et donc il faut continuer à ça. Après, moi je n'ai pas d'éléments me permettant de demander la démission d'Éric Coquerel. J'ai vu qu'au sein même de la coalition de la NUPES, certains demandaient sa démission, en tout cas sa mise en retrait de la présidence de la commission des finances. Moi j'estime que ce n'est pas aux partis politiques de décider à l'intérieur des sanctions, parce que j'avais vu la France Insoumise nous disait oui, mais nous avons fait une commission interne qui va déterminer ou pas. Moi, les commissions internes des partis politiques, ça n'a aucune valeur. Et donc, encore une fois, on est dans un pays de droit, on a une justice, il y a des plaintes. S'il y a des plaintes, il y a enquête. S'il y a enquête, il y a ensuite jugement. Et c'est ça qui déterminera si M. Coquerel est coupable ou pas. Un grand merci à tous les deux d'avoir pris part à ce débat. C'est passé vite.